115 000 réfugiés sur le sol ivoirien. Un chiffre qui interpelle, qui questionne, qui inquiète. Ils fuient l'instabilité au Burkina, au Mali et au Ghana. Le nord de la Côte d'Ivoire devient un refuge, mais jusqu'à quand? Sommes-nous prêts à faire face à cette pression humanitaire croissante? Analyse et décryptage. Est-ce qu'il faut craindre un risque d'infiltration sécuritaire à Lamine Fofana? C'est une éventualité. C'est une éventualité, donc tout État responsable, et la Côte d'Ivoire, un État responsable, prend ses mesures, les précautions. Lorsqu'on est décideur public, ce genre de situation est un cas de gouvernance qui est très complexe, parce qu'on fait face à un paradoxe de gouvernement, la nécessité de pouvoir servir le peuple de Côte d'Ivoire qui vous a élu, à qui vous devez, et cette volonté aussi d'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs protocoles qui reconnaissent le droit des réfugiés. Hier, en Côte d'Ivoire, on a eu aussi des crises. Donc on a connu des Ivoiriens qui ont fui la Côte d'Ivoire pour chercher aide, protection et qui étudient dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, ces pays-là font face à des réalités peu satisfaisantes, raison pour laquelle ils se réfugient en Côte d'Ivoire. Donc c'est une situation de gouvernance qui est très complexe. Maintenant, vis-à-vis des décideurs publics, avant de venir sur ça même, le doyen a parlé des raisons qui peuvent motiver, parce qu'on parle aussi du Ghana et de la Guinée. Il ne faut pas aussi seulement voir les crises sécuritaires et politiques, il y a aussi des crises économiques, il y a aussi des conflits intercommunautaires, il y a aussi souvent certaines précarités dans des zones rurales qui font que les populations aspirent à un mieux-être. Aujourd'hui, ces situations-là pour l'Ivoirien lambda doivent permettre de comprendre que la Côte d'Ivoire est quelque part à un niveau de développement qui est vraiment à féliciter. Parce que en sciences politiques, il y a 4 indicateurs majeurs qui permettent de jauger la puissance, voire l'assise des différents pays. Sur le plan politique, on a donc les États antidémocratiques, les États démocratiques et ceux qui sont en voie de démocratie. Donc parmi ces réfugiés-là, vous avez des personnes qui sont victimes d'une situation d'antidémocratie d'un pays démocratique. Donc, ils cherchent la paix. Deuxième élément, il y a aussi sur le plan économique. Donc, les pays pauvres, très endettés, ceux émergents et ceux qui sont développés. Donc, vous avez aussi, parmi ces réfugiés-là, des personnes qui fuient soit la précarité, soit aussi les conditions économiques qui sont difficiles. Un troisième indicateur, c'est sur le plan sécuritaire. Donc, vous avez des États faibles, des États faillis, et puis des États qui sont puissants. Donc, c'est des personnes aussi qui font face à des réalité où l'État n'a pas le pouvoir régalien de pouvoir assurer la sécurité de sa population. Et dernier élément sur le plan processuel, il y a les États instables, les États stables et les États en reconstruction. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un État stable. Ces populations-là viennent souvent des États qui sont instables. Donc, il y a l'instabilité sécuritaire, l'instabilité sociale, l'instabilité politique et économique. Donc, ça peut motiver aussi cette venue-là. Maintenant, par rapport au fond, la poursuite de l'État de Côte d'Ivoire sera certainement 2 actions. La vigilance et l'hospitalité. L'hospitalité parce que vous ne pouvez pas chasser aussi des réfugiés de cette manière, mais vigilance parce que ce sont des acteurs transnationaux. Voilà, en relation internationale, on a 3 grands acteurs. On a les États, on a les organisations internationales et on a les acteurs transnationaux. Dans les acteurs transnationaux, on a les groupes criminels, les groupes non criminels, on a les réfugiés. Donc les réfugiés sont des acteurs transnationaux. Ils peuvent basculer la gouvernance d'un pays, soit sur le plan positif, comme sur le plan négatif. Ils peuvent favoriser le banditisme, l'insécurité, les vols, les pillages. Ils peuvent aussi surutiliser les infrastructures économiques et les infrastructures sociales de base. Donc un gouvernement prudent, qui est le cas de la Côte d'Ivoire, ça sera de trouver le juste milieu entre la capacité de les dénombrer véritablement. Donc une fois qu'on arrive à les dénombrer, on arrive à voir comment on améliore le dispositif et aussi cette vigilance pour ne pas que ces acteurs transnationaux qui aujourd'hui sont en situation de détresse puissent négativement mener des actions en Côte d'Ivoire, ce qui va aussi nuire aux Ivoiriens. La deuxième chose, c'est par rapport aux populations. Donc par rapport aux populations aussi, je pense qu'on doit être dans la même démarche. On doit être dans une démarche de vigilance et de compréhension. Pour moi, on ne doit pas tout de suite sortir le discours de « il faut les chasser, c'est des terroristes ». Non. Oui, justement, c'est un discours qu'on entend de plus en plus quand on sait les tensions qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et certains pays de la sous-région. Et surtout quand on reçoit les ressortissants de ces pays-là, certains Ivoiriens commencent à donner de la voix pour dire « écoutez, vous ne voulez pas entendre parler de notre pays, est-ce qu'il ne faut pas justement que notre pays, notre État, revoie les conditions d'accueil des réfugiés de ces pays ?» Donc ce que vous dites est très intéressant. Oui, c'est ce dont je parlais la dernière fois. Lorsqu'on parle de la responsabilité des chefs d'État, c'est par rapport aussi à ce genre de situation. Parce que le jeune Malien qui fuit, par exemple, cette situation qui est actuellement en Côte d'Ivoire, n'est pas quelque part directement comptable des déclarations de son leader. Donc c'est aux populations aussi ivoiriennes d'essayer de faire la différence, part des choses. Voilà, entre la posture souvent des dirigeants et ce que les populations pensent véritablement. Et il faut préciser aussi que dans les pays, par exemple, où on assiste à des transitions militaires,
souvent, les populations n'ont pas aussi un cadre de pouvoir s'exprimer librement au gré de leur vie. On voit aussi la dissolution des partis politiques. Au détriment de leur vie. Au détriment de leur vie. Donc, souvent, il ne faut pas confondre la foule et les populations. Il peut y avoir une minorité très minoritaire qui prend les rues, qui dit « Ah bah la Côte d'Ivoire », qui dit des vilaines choses. Par exemple, une minorité bruyante. Parler comme voilà, quelqu'un. Une minorité bruyante. Mais il y a cette majorité silencieuse qui ne pense pas comme ces derniers et qui n'arrive pas certainement à s'exprimer. Donc pour les populations de Côte d'Ivoire, il faut être dans cette humilité-là, entre vigilance, parce qu'on ne sait jamais, et ouverture. Parce que hier, la Côte d'Ivoire aussi a cherché refuge. Certains Ivoiriens ont cherché refuge dans d'autres pays. Ce que Alamine dit, et précédé par Sylvain Guédé-Débaï, c'est que la Côte d'Ivoire est devenue un pôle de stabilité attractif, mine de rien, dans notre sous-région. Absolument. Quand vous avez le Mali qui est fragilisé par le terrorisme, malheureusement, quand vous avez le Burkina avec qui vous partagez une très longue frontière, par exemple de Doropo, de Bouna, Doropo, Teini, Tougbo et toutes les localités environnantes, qui est aussi fragilisée par le terrorisme. Et quand vous avez le Ghana, parce que tout à l'heure on émettait des questions sur la raison par exemple du Ghana, c'est qu'au Ghana il y a des conflits communautaires. On a vu par exemple avec la communauté Lobi qui s'est déversée en masse à Bouna après que les conflits communautaires aient éclaté au Ghana. Donc voilà, je veux dire, le réflexe tout de suite de ces populations-là, c'est de courir vers le pays qui a un peu de stabilité. Et autour de ces populations, le pays qui a un peu de stabilité, c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, beaucoup de stabilité, depuis que la dernière crise de 2010-2011 s'est terminée, il n'y a pas eu de crise majeure dans notre pays. Et ça, c'est à l'actif des efforts qui ont été déployés, non seulement pour améliorer le climat social, mais aussi pour permettre à l'armée de pouvoir prévenir tous les conflits dans nos différentes communautés. Alors, ce chiffre a beaucoup augmenté. Pour arriver à 115 000 aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. C'est-à-dire que les gens sont venus à dose homéopathique, si je peux le dire ainsi. Déjà, en mars 2025, l'UNICEF indiquait qu'il y avait 72 000 demandeurs d'asile. C'est comme ça que l'UNICEF les qualifie, de 72 000 demandeurs d'asile, dont 66 000 qui ont été enregistrés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et puis en juin 2025, seulement quelques mois après, l'agence ivoirienne de presse, toujours en citant des données du ICR, évoquait 76 000. Donc il y a eu 4 000 de plus. Et puis en septembre 2025, un peu vers la fin de l'année dernière, l'UNICEF faisait état de 77 666 personnes ayant fui vers le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez ce chiffre de 115 000 demandeurs d'asile et de réfugiés qui a été communiqué jeudi dernier par le Conseil national de sécurité. Alors, en mars 2025, l'UNICEF disait qu'il y avait 85% de ces demandeurs d'asile et de ces réfugiés-là qui seraient des femmes et des enfants. Donc, ça répond un peu à la question que vous posez de savoir s'il n'y a pas de risque d'infiltration sécuritaire. À ce stade-là, je dirais que non, parce qu'on a l'assurance au moins que ce sont principalement des femmes et des enfants. Là où on a une autre assurance, c'est les efforts qui sont fournis par l'armée ivoirienne à la lisière de la frontière avec le Burkina Faso. Un peu moins avec le Mali, parce que la zone avec laquelle nous faisons frontière avec le Mali n'est pas si touchée que ça par le terrorisme et le phénomène terroriste. On se souviendra juste qu'il y a quelques mois, des camions-citernes avaient été attaqués. On s'incline d'ailleurs devant la mémoire de nos compatriotes d'une société de transport ivoirienne qui avait été attaquée. Mais c'est beaucoup plus vers la frontière avec le Burkina Faso où il y a beaucoup de phénomènes. Et dans cette partie du pays, pour ceux qui y sont allés au moins une fois entre 2020 et aujourd'hui, c'est-à-dire que entre les attaques de Kafolo et de Teini et aujourd'hui, vous constaterez que l'État ivoirien a fait beaucoup d'efforts. L'armée y est déployée, des forces spéciales y sont déployées. Et surtout, je l'ai répété plusieurs fois sur ce plateau, c'est cette approche globale, cette réponse multiforme qui est donnée au terrorisme qui nous rassure. C'est-à-dire qu'on permet à nos populations d'avoir des antennes de communication. D'ailleurs, le Conseil national de sécurité l'a rappelé. Le président Ouattara a demandé qu'on multiplie les antennes pour permettre aux populations et à l'armée de communiquer beaucoup plus efficacement. Vous avez ces écoles qui sont construites pour permettre aussi d'éviter que les enfants s'éloignent un peu plus vers la frontière au risque d'être enlevés. Vous avez des permis, des bons de permis et des projets qui sont financés pour les jeunes pour éviter que ceux-là, oisifs, puissent être tentés d'être enrôlés vers la frontière par des groupes armés terroristes. Donc, moi, je pense que ces deux informations nous rassurent sur la capacité de notre pays à absorber et à éviter qu'il y ait des infiltrations. L'autre chose, c'est de se dire que, comme l'a rappelé l'aîné, que les populations qui fuient vers nos différents pays n'ont en général pas grande connaissance de ce qu'il y a des tensions diplomatiques entre ces États-là. C'est des populations qui, depuis au moins 10 ans, je dis bien 10 ans, vivent dans des localités où il n'y a même pas de réseau de téléphonie mobile, où il n'y a pas de communication. C'est des populations qui cherchent à vivre avec le peu de subsistance. Donc elles ne sont pas au fait de ce qu'il y a comme problème diplomatique entre la Côte d'Ivoire et leur pays. Elles, c'est un réflexe qu'elles ont de fuir vers le pays voisin qu'est la Côte d'Ivoire. Et donc aux autorités ivoiriennes de continuer à agir avec des programmes. On a vu que le programme social du gouvernement avait dans sa phase 2 déployé voilà, un vaste dispositif dans cette partie du pays-là pour lutter contre la fragilité. Et cette lutte contre la fragilité doit se faire de concert aussi avec la communauté internationale. On ne peut pas regarder la Côte d'Ivoire seule se défendre
défendre face à tout ce qui se passe. La Côte d'Ivoire est devenue, comme vous l'avez dit aujourd'hui, une zone de stabilité. Et cette zone de stabilité-là fait que beaucoup de personnes en détresse fuient vers la Côte d'Ivoire. Et donc les appuis humanitaires surtout doivent pouvoir se faire. Moi, j'avais vu une localité dans laquelle, étant donné qu'on avait des difficultés, on affiliait des réfugiés aux différentes familles. Encore que les communautés locales sont très gentilles. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi encore une fois à envoyer des sites entiers pour que les populations qui arrivent puissent être logées convenablement. Ça, ce sont les efforts du gouvernement. Ce serait bien que la communauté internationale qui assiste aussi à tout cela voit les efforts du gouvernement ivoirien et des populations de cette partie du pays-là et puisse venir en aide à ces populations et à l'État. Très bien. Maurice Gambouté, est-ce que l'économie locale peut absorber ce surplus de population sans créer de déséquilibre majeur? Je ne pense pas. En l'état actuel, parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, il y a la question du chômage qui est grandissante, qui est galopante même. Il y a d'autres enjeux par rapport à l'accès à certains marchés pour les PME locales. Les PME, au niveau d'Abidjan, ça va un peu, mais au niveau de l'intérieur du pays, là encore, c'est un peu difficile. Avec la politique de la préférence nationale émise par le président Ouattara, on n'a même pas encore réussi en fait, à vraiment intégrer le tissu économique comme il se doit pour la population locale, la population ivoirienne. Donc, lorsqu'on a cet afflux massif qui vient, justement, je ne suis pas sûr que le tissu soit organisé pour ça. Et même quand le président se réunit avec son conseil national de sécurité. Voilà, et même le gouvernement, quand on parle de PND, je ne suis pas sûr que dans le PND, on ait prévu de recevoir 100 000, 200 000 réfugiés. On pense certainement à la démographie actuelle et à son évolution. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui viennent en fait nous amener à improviser. Dieu merci, j'ai envie de le dire ici, il y a plusieurs pays qui ont déjà des expériences en la matière et on voit que la Côte d'Ivoire est ouverte à certains partenariats. Pour ce qui concerne le défi sécuritaire, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas toujours dans la bonne direction. Pourquoi? Les terroristes, ce sont des gens qui ont des moyens. Je pense que le prix d'une calache peut permettre à quelqu'un de lancer une petite entreprise. Donc, pour des terroristes qui fuiraient, par exemple, le Mali, qui voudraient, traverser la frontière, ou le Burkina, traverser la frontière, venir faire des frappes, moi, je les vois très mal en train de venir s'arrêter avec des baluchons, rester parmi les gens pauvres et rester dans certaines conditions assez précaires. Non. N'oublions pas, quand on parle de réfugiés, moi, j'ai un petit problème avec, on reste toujours fixé sur les personnes qui n'ont pas assez de moyens qui rentrent. Alors qu'il y a des cars qui quittent le Burkina et le Mali chaque jour, qui entrent au pays, et donc qui vont vers un certain nombre de villes. Comme ces personnes ont un certain nombre de moyens et ont peut-être des familles disséminées un peu partout en Côte d'Ivoire, on ne les compte pas parmi les réfugiés. Le défi au niveau sécuritaire, c'est surtout au niveau de l'identification. Nos frontières sont trop poreuses. Et on peut comprendre pourquoi. On a l'impression que, diplomatiquement parlant, l'État n'a pas envie de déployer un certain niveau d'arsenal militaire vers le nord pour crisper les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais il faudrait, toujours dans le point de la vigilance, il faudrait qu'on puisse identifier tout le monde. Pas seulement avoir... Mais rien ne nous dit que c'est pas fait. Hein. Oui, mais je veux dire que juste arriver à l'entrée du pays et puis peut-être regarder les carnets de vaccination, regarder les cartes et tout, et laisser tout le monde rentrer, je veux dire, c'est pas forcément suffisant. Est-ce que vous pensez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire un pays sérieux, qui a essuyé l'attaque de Kafolo, qui a déjoué plusieurs autres attaques ou tentatives dans le nord du pays, peut se permettre d'être négligent quand vous essayez de le décrire? C'est une question que je me pose. Je ne suis pas en train de dire que l'État est négligent. Je suis juste en train de dire qu'on a focalisé la majorité de l'attention sur des réfugiés. Et pour les autres qui entrent et qui vont vers d'autres villes de l'intérieur, ou bien vers Abidjan par exemple, on n'a pas forcément ce même regard, on n'a pas forcément ces mêmes craintes, alors que ces personnes-là pourraient être justement le cheval de Troie. Et donc, s'il y a déjà des mesures qui sont prises, nous on ne les connaît pas forcément, c'est certainement des choses secrètes, il faudrait que ce soit un peu plus accru. On ne demande pas à ce qu'on vienne casser la porte de tous ceux qui ont immigré en Côte d'Ivoire pour vérifier s'ils ont quelques balles dans leur baluchon. Non, mais il faudrait qu'on puisse en fait être hyper vigilant pour la sécurité, je veux dire, au niveau même national, mais il faudrait ensuite travailler de concert avec l'AES. C'est vrai qu'il y a des conflits, mais la Côte d'Ivoire seule ne peut pas. Et même si on compte sur la communauté internationale, si les services de renseignement ivoiriens et burkinabés, par exemple, ne travaillent pas ensemble pour savoir qui a été fiché comme terroriste, mais il peut y avoir un jeune burkinabé quelque part qui n'a jamais été fiché comme terroriste, mais qui vient faire sa première frappe en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là. Très bien. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.